France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux Informés avec, comme tous les samedis sur France Info, le regard des correspondants de la presse étrangère sur l'actualité. À la une ce soir, la crise des droits de douane qui se poursuit malgré la pause annoncée cette semaine par Donald Trump. Une réunion est prévue lundi à Washington. Comment se positionnent les pays de nos invités alors que les États-Unis, en pleine guerre commerciale avec la Chine, ont décidé aujourd'hui d'exempter les smartphones et les ordinateurs de ces taxes. Explication dès le début de l'émission. Une première session de pourparlers aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran qui n'a officiellement plus de relations diplomatiques depuis 45 ans. Le chercheur et spécialiste de l'Iran, Thierry Coville, nous rejoindra pour y voir plus clair. Et puis ces manifestations en France ce samedi pour défendre l'état de droit et la démocratie, 2 semaines après la condamnation de Marine Le Pen en première instance et les attaques de l'extrême droite qui ont suivi contre la justice. Une mobilisation aujourd'hui marquée par les divisions à gauche. Comment nos informés analysent-ils cela? Il sera aussi question de l'état de droit à l'échelle européenne. Bonsoir Benjamin Louis. Bonsoir Victor. Correspondant suisse à Paris pour la RTS. Bonsoir Eva Morletto. Bonsoir. Journaliste italienne à vos côtés, Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas tardes. Journaliste pour de nombreux médias espagnols. Evie Beke Knuprachlin est également là. Bonsoir. Bonsoir. Correspondante de la presse norvégienne. C'était l'une des craintes de très nombreux consommateurs américains, voir les prix des smartphones et des ordinateurs s'envoler en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cet après-midi, les services américains ont annoncé avoir décidé d'exempter ces appareils de surtaxe douanière imposée par Donald Trump à la Chine jusqu'à 145%. Le reste du monde étant en sursis pour 3 mois, si cela ne change pas d'ici là. Les utilisateurs américains et les géants de la tech sont donc ce soir soulagés, Virginie Pironon. Apple, par exemple, fabrique ses iPhones et la plupart de ses autres produits en Chine. 80% pour les iPads, la moitié des ordinateurs Mac. Les consommateurs américains risquaient donc de voir s'envoler le prix de ces produits très populaires. Selon le site américain d'information CNBC, le coût d'un iPhone aurait pu grimper jusqu'à 3 500 $. Les PDG des grandes entreprises dans le domaine ont donc finalement réussi à se faire entendre. Outre les smartphones et les ordinateurs, d'autres appareils et composants seront également exemptés de droits de douane ou les verront considérablement réduits, comme les semi-conducteurs, les écrans de télévision à écran plat ou les clés USB. Commentaire ce soir sur Twitter d'un ancien diplomate français, fin connaisseur des États-Unis. Ce n'est pas de la politique que fait Donald Trump, mais des coups de barre imprévisibles au gré des humeurs et des connivences. Virginie Pironon, rédaction internationale de Radio France. Benjamin Louis, Donald Trump, il se confronte finalement à une sorte de mur du réel. Absolument. Et puis, nous, en aftershock, on est un peu en train d'assister à ça de manière un peu pantoise, quoi. Je veux dire, ça change à peu près tous les jours, mais en ce moment, c'est toutes les 5 heures qu'il y a une nouvelle version par Donald Trump de sa manière d'aborder les droits de douane. Donc là, voilà, avant de venir. Oui, puisqu'hier soir, encore sur France Info, on est en train de se demander quelles seraient les conséquences justement pour Apple, Absolument. Pour les géants de la tech, pour tous les utilisateurs de téléphonie mobile. Et voilà, quelques heures. D'à peine 12 heures après cette décision qui tombe. Alors avec qui a-t-il discuté parmi ses collègues de la tech aux États-Unis? Je ne sais pas, mais voilà, on apprend ça ce soir. Donc un iPhone ne coûtera pas, comme l'a dit votre collègue dans le sujet, 3 000 $, mais peut-être que ça restera au prix plus ou moins actuel, on verra. On verra bien. Juan José Dorado, cela va aussi dans le sens finalement des déclarations de la Maison-Blanche qui, malgré cette guerre commerciale, se dit optimiste quant au fait de trouver un accord avec la Chine. Donald Trump est toujours optimiste. Toujours. Et là, en fait, je suis d'accord avec Benjamin dans le sens où, effectivement, il s'est fait tirer les oreilles à un moment donné parce qu'on lui a dit, tu vois ce que tu es en train de faire, ce que tu vas faire aux consommateurs américains, ce que tu vas faire à tous ceux qui t'ont subventionné pendant ta campagne. Donc c'est vrai que maintenant il y a cette réduction ou non imposition pour ce type des produits, mais de toute façon l'épée de Damoclès elle est toujours là, même si c'est encore pendant 3 mois. Maintenant c'est à nous les Européens effectivement d'aller trouver d'autres marchés comme le font un certain nombre de pays qui ont décidé effectivement de regarder ailleurs. Alors dans cette guerre entre les États-Unis et la Chine, même si nous on est petits,
on a quand même quelque chose à dire. Et si le marché européen, qui reste quand même l'un des marchés les plus importants au monde, regardait ailleurs que vers les États-Unis, les Américains auraient aussi un gros problème. Et on va revenir sur la riposte des Européens avec notamment cette réunion lundi à Washington avec des émissaires américains et le commissaire européen au commerce qui sera présent. Et Var Morleto, cela va aussi dans tout ce que l'on dit, c'est-à-dire que Donald Trump hausse les menaces, puis fait des pas en arrière finalement. Il n'arrête pas de Alors jongler c'est un peu comme sa ça. stratégie en fait, de menacer, de pousser, disons, les menaces loin et après de revenir et de commencer la phase de négociation. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas la Chine. Alors une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la Chine quand même détient 5% de la dette américaine, que ça fait quand même 1500 milliards. Et donc le pouvoir des négociations de la Chine, disons, est un peu plus puissant malgré cet début très très fougueux de guerre commerciale avec des taux qui allaient au-delà de 100%. Est-ce que l'Europe donc a les mêmes capacités de négociation? C'est possible si les pays, bien évidemment, sont alignés. Parce que je veux dire, là où il joue Donald Trump, c'est aussi qu'il a demandé à chaque pays de négocier personnellement avec chaque pays, donc de refuser une politique générale pour avoir pas l'Europe dans toute sa puissance contre les États-Unis. Donc pour éviter ces confrontations directes, il veut négocier avec chacun. D'ailleurs, il y aura Giorgia Meloni qui ira le 17 avril, On va en reparler voir dans Trump. quelques Oui, minutes. ça serait utile d'en reparler. Vibeke Knoop-Rachlin, la Chine aussi, c'est un autre fait qu'on a appris aujourd'hui, qui se mue en défenseur des pays pauvres, parlant de risque de crise humanitaire à cause des Américains. On aura tout vu dans ce dossier. Voyons. C'est un beau rôle pour eux. Mais bon, je pense que dans la décision américaine, il y a peut-être aussi, même si ça n'était qu'une menace pour l'instant, celle d'Ursula von der Leyen qui a dit, la présidente de la Commission européenne, oui, qui a dit explicitement que il pourrait très bien s'en prendre aux géants de la tech aux États-Unis, et ce sont les amis de Trump. Donc peut-être que en taxant les services numériques, la publicité notamment. C'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça. Et on va, allez, vous vouliez compléter? Non, mais je sais pas si on y vient maintenant, mais la Norvège, on va y venir plus tard. On va y revenir un peu plus tard. On va regarder pays par pays, justement, ces droits de douane. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et l'on continue bien sûr de parler de cette guerre commerciale, ces droits de douane imposés par Donald Trump, mis sur pause pour la plupart des pays dans le monde, la quasi-totalité pour 3 mois, excepté la Chine. Comment est-ce que l'on compte négocier pays par pays sur ces droits de douane? Prenons la Suisse, par exemple, Benjamin Louis, plus taxé initialement, on ne le sait pas forcément, que l'Union européenne. Ça a été le coup de massue total lorsque Trump a montré sa pancarte, et on a vu en troisième ligne, Switzerland, 31%. Alors, tout le monde a été assez surpris, et je dois dire que même les responsables, enfin au gouvernement en Suisse, Comment est-ce qu'ils l'expliquent ou le comprennent? Alors apparemment le calcul a été fait de manière un peu incompréhensible. Il semblerait que l'administration américaine estime que la balance est totalement déséquilibrée, sauf que si en fait on ajoute les services américains qui sont vendus en Suisse, en fait cette balance est quasiment à l'équilibre. Donc voilà, c'est une erreur ou c'est un calcul un peu biaisé. Donc 31%, c'est quand même c'est plus que l'Union européenne. Ça a poussé la Suisse à réfléchir à des solutions. Qui est à 20%, on le rappelle, l'Union européenne. Voilà, l'Union européenne c'est 20%. Donc déjà premièrement, c'est en train sans doute de favoriser un rapprochement de la Suisse auprès de l'Union européenne. Et puis ça a poussé la Suisse en fait à se poser et à réfléchir à son éventuelle riposte. De toute manière, l'économie suisse peut pas riposter, peut pas rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Alors on a choisi d'y aller de manière douce et tranquille avec la fameuse quiet diplomatie qu'on connaît bien en Suisse. Il y a eu un coup de téléphone entre la présidente actuelle, la présidente suisse Karin Keller-Sutter et Donald Trump, et on dit que c'est la dernière personne à qui Donald Trump a parlé avant de changer d'avis. Et dans la presse américaine ces derniers jours, on a laissé entendre que ce serait finalement grâce à la Suisse que le monde serait sauvé pendant presque 100 jours de droits de douane. Voilà. Et est-ce qu'on regarde les conséquences possibles déjà de ces droits de douane en Suisse, secteur par secteur? Oui, secteur par secteur. Alors il y a un des principaux
principaux secteurs d'exportation suisse, qui est l'industrie pharmaceutique, qui est a priori exempté de ses droits de douane. Donc ça, c'était plutôt rassurant. L'autre secteur qui visiblement serait très touché, c'est la joaillerie et l'horlogerie, horlogerie de luxe, les groupes comme Rolex, etc. Et ça s'est passé en plein pendant le fameux salon Watches and Wonders, qui est le salon, un des grands salons au monde, qui se passait à Genève. Et donc ça a vraiment semé un vent de panique. Mais encore une fois, la position c'était plutôt de l'attentisme, et de toute évidence, pour l'instant, les gens poussent un soupir de soulagement, exactement, chercher le terme. Eva Morletto en Italie, le cavalier seul de Giorgia Meloni, fait beaucoup parler, la chef du gouvernement d'extrême droite, qui a prévu d'aller seule à Washington jeudi prochain, ce qui met à mal la stratégie d'unité affichée par les Européens. Exactement. D'ailleurs, il y a une friction avec Emmanuel Macron, qui accuse Giorgia Meloni de faire justement cavalier seul et de parler au nom de l'Europe, alors que lui, il avait fait un peu la même chose sur les dossiers ukrainiens. En échange, disent les Français, vous êtes arrogants. Voilà. Non, mais surtout sur le dossier ukrainien, effectivement, Macron, concernant le réarmement et tout, il avait parlé un peu au nom de l'Europe, alors que l'Italie avait une position un peu différente. Disons que Giorgia Meloni joue beaucoup, met beaucoup, sur la balance dans cette meeting, parce qu'elle a l'intérêt à jouer l'équilibrisme, dans le sens qu'elle peut pas se présenter. Alors, elle a été invitée à l'investiture des Trump. C'était un des rares leaders européens avec qui Trump a des bonnes relations. Sauf qu'elle peut pas non plus être la marionnette de Trump. Donc, elle peut pas non plus retourner en Europe sans rien dans les mains avec ce meeting qu'il y aura avec lui le 17 avril. Parce que ça. Elle justifie, elle, en disant on va être un des pays les plus touchés par ces hausses de taxes. Alors oui, mais surtout, effectivement, il y a des secteurs en Italie comme les Made in Italy, comme l'excellence artisanale, comme l'agroalimentaire et surtout les vins et les produits alimentaires, disons, un peu prestigieux, qui vont être fortement impactés. Donc ça, c'est un jeu, mais aussi sur les armes ou sur les produits pharmaceutiques, etc. Ce qui rend un peu la chose absurde par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les téléphones. Donc on aura plus facilité aujourd'hui à acheter une téléphone ou alors un téléphone chinois pour les Américains, alors que les médicaments, peut-être ça devient un produit plus difficile d'accès. C'est qui est un peu l'absurdité. Mais ce que je voulais dire, c'est que Meloni se joue aussi au niveau interne italien, parce que sa position n'est pas partagée par toutes, même à l'intérieur de sa coalition. Là, dernièrement, il y a eu de grosses frictions avec son numéro 2, qui est quand même Matteo Salvini, qui lui a rapproché des choses. Donc sa position pro-européiste a été rapprochée. Il y a eu une sorte de recadrement de la part de Giorgia Meloni à l'intérieur du gouvernement en disant c'est moi qui m'occupe de politique étrangère, c'est moi qui va parler avec Trump, et on essaye d'être alignés. Donc il y a une certaine fragilité où elle a tout l'intérêt d'assurer. Bon, beaucoup d'inquiétudes aussi en Espagne, Juan José, où la riposte, on peut le dire, a commencé. La riposte est commencée. Alors la première des choses, c'est qu'effectivement, il va pas aller Pedro Sánchez du côté des États-Unis. Chef du gouvernement espagnol. Le chef du gouvernement espagnol. Je ne sais pas si il va même réussir à parler avec Donald Trump. Peut-être qu'il va pas décrocher comme il a fait avec la présidente de la Suisse. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait l'Espagne? Il est parti pour la troisième fois, le premier ministre espagnol en Chine. Il vient de rentrer de Chine, essayer d'établir des contacts avec les Chinois, des protocoles d'exportation. Depuis quelques années, c'est le troisième voyage que Pedro Sánchez fait en 3 ans en Chine à rencontrer Xi Jinping. Et l'idée, c'est qu'effectivement, l'Espagne pourrait être une espèce de tête de pont entre la Chine et l'Europe. D'ailleurs, il y a des investissements chinoises, notamment la construction d'une usine des batteries qui va être certainement fait en Espagne, qui représente plusieurs centaines de millions d'euros. Mais l'Espagne, la riposte, vous l'avez dit, a commencé. Il y a un premier plan qui a été présenté, près de 14 milliards pour faire face à cette augmentation des droits des douanes, parce que l'économie espagnole va être fortement touchée. On parle autour de 18 milliards d'euros si effectivement, dans 3 mois, ces droits des douanes venaient à être instaurés. L'Espagne, de toute façon, ne négocie pas toute seule, elle négocie dans le cadre de l'Union européenne. On en vient à vous, Vibeke, sur la Norvège. On va planter un peu le décor. Situation compliquée, pays européen, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui espère donc bien à terme échapper à ces 20% de droits de douane supplémentaires. On essaye de se faire tout petit parce que on n'a que 10% et
ce qui nous serait beaucoup plus difficile, c'est si l'Union européenne décide de faire des taxes sur les produits américains, parce que nous, on est un peu squeezés entre les deux. Et en plus, on est très mauvais élèves. On fait comme Trump. Nos produits, on protège notre production agricole et beaucoup, et on taxe les produits agricoles de plus de 400%. Donc oui, donc on peut pas vraiment dire nous on fait rien, protégez-nous. Il y avait déjà, Vibeke, un vaste mouvement en Europe du Nord pour ne plus acheter de produits américains, une sorte de boycott, ce mouvement. Est-ce qu'il s'est amplifié ces derniers jours? Oui, tout à fait. Et je pense que ça peut vraiment jouer, avoir un rôle. Hein. Et nous, on exporte quand même pas beaucoup aux États-Unis, 7 à 8%, mais 70 à 80% vers l'Union européenne. Donc c'est ça qui va nous punir. Effectivement. Eva Morletto, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais, par rapport à ce qu'il disait Juan José, sur les rapports avec la Chine, effectivement, pour rééquilibrer un peu la situation avec Trump, l'Italie aussi est en train de beaucoup de regarder vers la Chine. Et notamment, il y avait un accord qui s'appelait la Via della Seta, la voie de la soie, qui avait été signé en 2019, je crois, et que là, maintenant, il revient sur la table. Alors qu'à un moment, Giorgia Meloni n'en voulait pas savoir du tout, et là, il revient sur la table, parce qu'effectivement, on se rend compte que déjà, si la Chine n'arrivera pas à envoyer tous ces produits aux États-Unis, ça sera forcément les marchés européens qui va les prendre. Et donc, on a un intérêt, surtout qu'aujourd'hui, chose qu'on dit pas suffisamment, c'est que la Chine a tout à fait un autre rôle dans le commerce mondial. C'est plus le pays de la contrefaçon, des produits à bas prix, c'est aussi le produit de certaines excellences qui sont en train déjà d'envahir les marchés européens. Donc, on a tout à l'intérieur. D'où les craintes des Européens, effectivement, d'être submergés en quelque sorte par tous ces produits. Benjamin Louis, un mot peut-être sur les relations Suisse-Chine, je ne sais pas s'il y a quelque chose à en dire. Alors effectivement, il y a un accord de libre-échange qui va être réétudié, mais clairement, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement maintenant, même si on essaye malgré tout de garder le lien avec les États-Unis, de négocier comme l'a fait la présidente suisse, de l'appeler pour essayer de trouver un terrain d'entente, clairement, les économies, mais ça concerne pas que la Suisse, se tournent vers d'autres grands marchés, et justement, ça fait penser aussi au Mercosur. Je ne sais pas ce que l'Union européenne va faire avec cet accord qui faisait autant de vagues en France, mais voilà, on se tourne vers d'autres grands marchés vers lesquels on peut trouver d'autres débouchés, quoi. Allez, on va continuer à parler des États-Unis, mais cette fois à propos des pourparlers qui ont commencé aujourd'hui avec l'Iran. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Les informés de France Info ce soir autour de la table. Benjamin Louis, correspondant suisse à Paris pour la RTS. Eva Morletto, journaliste italienne. Juan José Dorado, journaliste espagnol. Et Vibeke Knup-Rachlin, correspondante de la presse norvégienne. La première phase de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran est donc terminée. Nouveau round de discussion prévu la semaine prochaine. Les Américains espèrent un accord sur le nucléaire dans les plus brefs délais, se disent optimistes. Rappelons que Donald Trump, qui n'avait eu aucun échange avec l'Iran lors de son premier mandat, les relations diplomatiques sont officiellement coupées entre les deux pays depuis 1980, et bien a menacé de recourir à la force militaire en l'absence d'accord pour contenir le programme nucléaire de Téhéran. Bonsoir Thierry Coville. Oui, bonsoir. Chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran, auteur de ce livre, L'Iran, une puissance en mouvement, aux éditions Erol. Ces discussions qui ont eu lieu aujourd'hui, d'abord indirect, puis direct pendant quelques minutes entre les deux délégations, c'est un moment important, le fait justement que les deux délégations aient pu échanger face à face? Ah oui, c'est un moment très très important parce que le problème du nucléaire iranien existe notamment depuis que Donald Trump est sorti de l'accord en mai 2018. Et l'accord de Vienne de 2015. L'accord de Vienne de 2015, donc il sort en mai 2018 en disant que c'est un très mauvais accord, mais bon, l'Iran en a profité, enfin suite à cette sortie de l'accord, est lui-même sorti de l'accord, et maintenant l'Iran a un niveau d'enrichissement d'uranium de 60% et très près de pouvoir acquérir une bombe atomique. Donc on avait très peur d'une attaque israélienne ces derniers temps, et donc ces négociations sont très importantes, et notamment compte tenu du différend ou de l'antagonisme entre l'Iran et les États-Unis depuis la Révolution. Il faut que les deux pays se mettent d'accord sur les sujets de négociation. C'était l'objet de cette première rencontre. Mais ensuite, quel est l'enjeu premier finalement de toutes ces discussions ?
C'est exactement ça, parce que déjà, à mon avis, le sujet des discussions va déterminer si cet accord pourrait être conclu ou pas. Du côté iranien, c'est très clair. Ils sont prêts, en fait, à refaire un petit peu un modèle qui ressemble à celui de l'accord de 2015. C'est-à-dire donner des garanties qui puissent être vérifiées que le programme nucléaire iranien restera civil, n'ira pas vers le militaire. Du côté américain, c'est moins clair. Steve Witkoff a dit que ça, c'était leur ligne rouge. L'émissaire américain. L'émissaire américain, en disant qu'effectivement, il ne faut pas que le programme nucléaire iranien aille vers le militaire. Ils aient des garanties là-dessus. D'un autre côté, il y a des collaborateurs de Donald Trump qui ont dit oui, mais il faut qu'il n'y ait plus de programme nucléaire du tout en Iran. Il y a également des collaborateurs de Donald Trump qui ont dit bon, il faudrait qu'on parle également du programme balistique iranien, de la politique régionale de l'Iran, alors que si les États-Unis vont vers ces sujets-là et ne vont pas vers les garanties que l'Iran pourrait donner que son programme nucléaire reste civil, je pense que ce sera difficile d'avoir un accord. Thierry Coville, vous restez avec nous. Eva Morletto, vous vouliez intervenir sur la question de pourquoi cette réunion maintenant, finalement. Oui, c'est essentiel maintenant parce que l'Iran se trouve dans une situation de faiblesse particulière. En fait, il a perdu ses partenaires comme Hamas ou Hezbollah qui sont extrêmement affaiblis dans les conflits israélo-palestiniens. Il se retrouve aujourd'hui avec une présence de moyens militaires américains dans la région très importante. Donc les États-Unis continuent d'amener des batteries de missiles Patriot, des drones Predator, des F-35. Je veux dire, il y a tous ces arsenals de plus en plus conséquents dans la région. Et surtout, au niveau interne aussi, la situation de l'Iran est assez catastrophique parce que l'appui du peuple au gouvernement vient à manquer. On se rappelle du mouvement Femmes, Vie, Liberté, de sa féroce répression. Et puis, on a une dévaluation aussi de la monnaie locale qui a perdu 60% par rapport au dollar. Donc, on a une économie qui s'effondre et une nécessité d'arriver à une table de négociation. Thierry Coville, on peut citer aussi la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie qui a déstabilisé les Iraniens. L'imprévisibilité de l'Amérique de Donald Trump aujourd'hui, cela aussi, ça les fragilise un peu plus ? Alors, il faut faire attention avec l'Iran parce que je suis d'accord sur le fait que le contexte géopolitique de l'Iran a changé. Par exemple, en 2019, le Premier ministre japonais, je crois que c'était Abe, qui était venu en Iran avec un message de Donald Trump. Et le guide lui avait dit Donald Trump n'est même pas digne que je négocie que je réponde à ce message. Donc les choses ont évolué. Donc là je suis ce qui vient d'être dit. Effectivement, pourquoi les choses ont évolué ? Bon, d'un côté, effectivement, la situation économique en Iran n'est pas catastrophique, je dirais pas là. Ils ont une inflation qui est entre 30 et 40%, mais la monnaie vient de se déprécier parce que, en fait, ils ont très peur de la réimposition de sanctions économiques par les États-Unis, et notamment, ils ont très peur que leur flux d'exportation pétrolier vers la Chine soit diminue, parce que le seul pays qui achète du pétrole à l'Iran actuellement, c'est vraiment la Chine. Donc, il y a également un contexte géopolitique, vous venez d'en parler. L'Iran a perdu, le Hezbollah est quand même très affaibli. Le Hamas est également très affaibli, donc l'Iran a perdu quand même, Bachar el-Assad est tombé, donc a perdu un certain nombre de ses alliés dans la région. Et effectivement, il y a une crise politique avec un taux de participation aux élections présidentielles qui était de 50%, mais c'est un des taux, je crois, le taux le plus bas depuis la Révolution. Donc, Thierry Coville, vous pensez que ces discussions, elles vont se poursuivre pendant des mois et des mois, ou qu'un accord sera trouvé finalement assez rapidement ? Alors, c'est un autre enjeu parce que l'accord de 2015 prend fin en octobre 2025. Et on sait que s'il n'y a pas d'accord trouvé, les Européens peuvent mettre en place une clause qui fait partie de l'accord 2015, ce qu'on appelle la clause de snapback, qui ferait en sorte, en fait, ils accuseraient l'Iran de ne pas respecter l'accord de 2015, ce qui est un peu spécieux, mais bon. Et ils pourraient réimposer de ce fait-là toutes les sanctions des Nations Unies. Et l'Iran a dit que si les Européens font ça, donc ça pourrait être en septembre, on va dire à la fin de l'été, il sortirait du traité de non-prolifération. Donc effectivement, pour répondre à votre question, je crois que Donald Trump l'avait dit également, je crois qu'à peu près, on va dire, jusqu'à la fin de l'été, on va dire, il y a 2-3 mois pour trouver un accord. Donc il y a également une pression du côté du temps, parce qu'il n'y a pas que la dimension de le contenu de l'accord, il y a également le temps. Encore quelques mots, Thierry Coville, pourquoi les Européens, n'en sont pas? Ils auraient aimé participer à ces discussions. Alors, ça, c'est une vaste question. Écoutez, moi, je pense qu'on a perdu quelque chose, on a loupé quelque chose quand les Américains sont sortis de l'accord en 2018. Je pense que les Européens n'ont pas voulu, on en revient à la situation qu'on est aujourd'hui, affronter Donald Trump et rester sur le marché iranien et aller à l'encontre des sanctions américaines.
Et donc on s'est retiré du marché iranien et on a donné l'impression aux Iraniens en fait finalement d'être du côté américain qui était sorti de l'accord, alors que l'Iran le respectait. Donc maintenant il faut quand même pas s'étonner que du côté iranien ils ont quand même compris en gros ce qu'ils appellent le chef de la ville. Pour eux le chef de la ville c'est les États-Unis. Donc ils négocient avec celui qui peut décider, celui qui peut garantir s'il y a un accord signé qui sera permanent. Et malheureusement on a perdu beaucoup de crédibilité en Iran en ne résistant pas aux sanctions américaines après 2018. Merci beaucoup pour cet éclairage. Thierry Coville, chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Iran, auteur de l'Iran, une puissance en mouvement chez Erol. Un petit mot avec vous, Benjamin Louis. La Suisse qui fait partie de l'équation en quelque sorte, elle sert d'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis dans ce dossier depuis des années, un travail de fond finalement très important. Travail de fond dans le dossier, pas en l'occurrence dans ces négociations-là, parce que là ça se passe à Oman et on va y revenir, mais c'est vrai que la Suisse assure ce qu'on appelle le mandat de puissance protectrice des intérêts des États-Unis en Iran depuis 1980. Donc dès que c'est pas vrai au fond, c'est pas totalement vrai que l'Iran n'a plus de relation du tout avec les États-Unis, parce que quand l'Iran veut faire passer un message aux États-Unis, eh bien, ça passe par l'ambassade suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains, qui prend le message, qui l'encrypte et qui l'envoie à Washington. Voilà, relation officiellement coupée, on va dire, depuis 45 ans. La seconde partie des informés dans un instant sur France Info, il est 20h30. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet. Nos informés de ce samedi soir, les correspondants de la presse étrangère en France. Benjamin Louis, correspondant suisse à Paris pour la RTS. Eva Morletto, journaliste italienne. Juan José Dorado, journaliste espagnol. Et Vibeke Knoop-Rachlin, correspondante de la presse norvégienne. À l'appel d'associations et de syndicats, au moins une quarantaine de manifestations ont eu lieu en France aujourd'hui pour défendre, je cite, la démocratie et l'état de droit après les attaques contre la justice qui ont suivi la condamnation de plusieurs responsables du RN, dont Marine Le Pen il y a maintenant 2 semaines, dans le procès dit des assistants d'eurodéputés du Front National. La finaliste des 2 dernières présidentielles a fait appel de ce jugement, comme 12 autres condamnés en première instance. Marine Le Pen, on le rappelle, condamnée à 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, et qui a organisé avec son parti dimanche dernier un meeting en s'en prenant largement à la justice. Je vous propose d'écouter une manifestante ce matin à Montpellier. Nous sommes ici à l'appel d'une trentaine d'organisations de la société civile pour rappeler l'importance de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, et également pour dénoncer les attaques du Rassemblement national contre la décision de justice qui a de façon tout à fait légitime condamné le parti qui a détourné plus de 4 millions d'euros. C'est notre argent et donc voilà, il est important de rappeler que les magistrats sont indépendants et ont le droit d'exprimer donc des décisions de justice. Voilà, une manifestante ce matin dans la ville de Montpellier. Précisons que ces manifestations dans l'ensemble ont été peu garnies, quelques centaines de personnes seulement à Paris par exemple. Juan José, comment est-ce que vous expliquez cette faible mobilisation ? C'est compliqué à expliquer, déjà parce qu'effectivement, il y a une petite semaine, il y avait aussi une autre manifestation, c'était la gauche plus radicale de la France Insoumise qui avait appelé à manifester. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, l'état des droits n'est pas en danger en France. Il peut être écorné, effectivement, mais pas à cause de la décision de la justice, mais à cause des déclarations des hommes politiques, ministres, premiers ministres, députés et sénateurs qui ont mis en doute la décision de la justice. Après, c'est vrai que effectivement, les mobilisations ces derniers mois en France ont du mal à prendre. Ce n'est pas du tout la première manifestation. On a vu ce qui s'est passé notamment lors du rassemblement, lorsque le Rassemblement national a demandé à manifester en faveur de Marine Le Pen. Il y avait pas non plus énormément de monde. Mais 1000 personnes environ. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça montre de la part des Français un désintérêt pour la justice française, ni pour la démocratie française. Mais c'est vrai qu'il y a quelque part une fatigue des Français de voir tout ce cirque politique après la condamnation de Marine Le Pen. Vu de Suisse, Benjamin Louis, cet état de droit, vous qui étiez présent lors des procès de Nicolas Sarkozy, celui du Rassemblement, enfin du Front National aussi, Place Vauban également la semaine dernière. Oui, alors j'ai pu comparer un peu ce qui s'est dit au procès, le jour du délibéré du procès de Marine Le Pen, enfin des assistants du RN et du FN auparavant, et puis ensuite les derniers mots de Nicolas Sarkozy. Et c'est très intéressant parce que, et ensuite Marine Le Pen sur la scène de la place Vauban a pointé la responsabilité
des juges, non pas des juges, mais de certains juges. Il y avait une espèce de ligne de crête. On voulait quand même accuser une justice politique, mais pas toute la justice, histoire de pas tomber totalement dans le trumpisme complet. Et puis, Nicolas Sarkozy, c'était très intéressant, lui a vraiment pris soin de s'attaquer au réquisitoire, donc au ministère public, mais surtout pas à la justice. On voit quand même que il y a une certaine frilosité de la part de certains politiques. Alors j'en prends en exemple, mais ce que dit Juan, c'est quand même assez intéressant. Ce qu'a dit François Bayrou, c'est complètement fou quand même que le Premier ministre dise qu'il a été troublé par une décision de justice. Effectivement, c'est peut-être là qu'il y a une menace pour l'état de droit. Après, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui lui a parlé de juges rouges, des juges de gauche, etc. Absolument. Donc peut-être que la menace vient de là. Après, effectivement, ça se traduit pas du tout dans la rue. J'étais à la place Vauban, effectivement, c'était pas du tout un raz-de-marée. Il y avait des gens qui sont venus, il y avait une foule honorable, mais c'était pas du tout le raz-de-marée qui était annoncé. Et puis, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un effet Trump. Là, il y a quelque chose, on a un peu peur de tomber dans quelque chose de trop radical, je pense, en France, parce qu'on n'a pas le sentiment d'être dans une république où les juges sont politisés. Juste un mot sur la Suisse. La Suisse fait partie des pays dans lesquels il y a, dans tous les rankings, parmi les meilleures notes de confiance de la population dans sa justice et dans ses institutions et dans sa police, accessoirement. En revanche, il y a un débat qui a commencé à prendre pas mal ces derniers mois, ces dernières années, c'est le fait que chez nous, les juges fédéraux notamment sont élus par le Parlement et doivent être membres d'un parti politique. Les juges cantonaux aussi doivent être membres d'un parti politique. Et les juges doivent payer une taxe chaque année au parti politique qui les a présentés. Et ça, c'est quand même, vu de France, c'est quelque chose d'assez surprenant. Même en Suisse, ça pose quand même quelques questions sur l'indépendance. Un juge, au fond, doit sa réélection, parce que les juges fédéraux sont réélus tous les 6 ans, doit sa réélection à un parti politique. Votre regard vu de Norvège, Vibeke? Il faut pas oublier non plus, quand on parle des réactions des hommes et femmes politiques en France, que le président Macron a quand même attendu 3 jours avant de défendre la justice et l'état de droit. Donc ça aussi, c'est un peu troublant, je trouve. Alors, moi, j'étais aussi surtout frappée par mes confrères et consoeurs en Norvège, qui ont tout de suite réagi à chaud en disant « Oh, la pauvre, elle peut pas se présenter aux élections présidentielles ». Et il a fallu quand même corriger le tir dans les jours qui ont suivi. C'était quand même assez incroyable. Ça a été la réaction la plus importante en Norvège. Beaucoup. Donc, oui. En Italie, Eva Morletto, la question de l'état de droit, l'Italie qui a été pointée du doigt l'an dernier, notamment par la Commission européenne, notamment quant à la question du pluralisme dans les médias. Ça fait beaucoup de débats dans votre pays. Oui, ça fait beaucoup de débats, mais parce que c'est vrai que globalement, il y a une vision populiste qui s'est installée, où en fait on met la démocratie comme un concept presque antinomique à l'état de droit, alors que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, s'il y a un état démocratique, les citoyens sont obligés de constituer des lois, des droits et une grille de code auquel il faut se soumettre, justement pour maintenir cette démocratie. Et ces concepts est un peu en train de s'effilocher en Italie. Et rappelons un peu l'histoire judiciaire. Hein. L'Italie, c'est un pays qui survit et qui prospère malgré parfois ses institutions et non pas grâce à ses institutions. C'est un peu notre problème d'avoir souvent une classe politique qui n'est pas à la hauteur du pays. Et tout ça pour dire justement que, par exemple, on a eu dans l'histoire une vision des juges qui était très très forte quand il y a eu l'opération Main propre, vous vous rappelez, dans les années 80. Voilà, là, on avait, disons, le pays était aligné. Donc, c'était les juges qui chassaient les politiques qui étaient corrompus. Après, on a eu un retournement de la situation et donc cette vision populiste qui s'est un peu installée lors du berlusconisme, lorsqu'on a commencé à parler de juges rouges, quand il l'accusait de ses frasques et voilà, des choses dont il était accusé. Et cette vision est restée. D'ailleurs, même Salvini, qui siège au gouvernement, qui a quand même une histoire de fraude, de détournement d'argent public de 49 millions d'euros, qui n'a jamais été vraiment élucidé et qui continue à parler d'une persécution judiciaire envers lui. Et on parlait d'une gauche divisée dans la rue entre dimanche dernier et aujourd'hui. On va continuer à en parler dans un instant. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Ces manifestations donc aujourd'hui dans de nombreuses villes, 2 semaines après la condamnation de Marine Le Pen et d'autres membres du Rassemblement national, 1 semaine après une première manifestation à laquelle n'avait pas participé le Parti socialiste, le PS qui en était aujourd'hui, qui n'était pas donc avec les Insoumis la semaine dernière. Si même le combat, Juan José Dorado, contre l'extrême droite n'arrive pas à unir la gauche aujourd'hui, c'est dire à quel point elle est divisée. Mais elle a toujours été divisée. Et il faut juste se rappeler, parce qu'on a tendance à oublier assez rapidement, qu'elles sont allées ensemble avant la dissolution, les législatives, parce que ils s'étaient obligés, vu la faiblesse du Parti socialiste, et ils sont allés ensemble, mais assez rapidement derrière, on a constaté les grosses différences qui existaient entre elles. Et justement, après la dissolution, on a encore constaté les différences qui existent entre les uns et les autres. Si vous rajoutez à tout ça le fait qu'il y a des procès internes d'élections, il y a le congrès du Parti socialiste qui va arriver au mois de juin, il y a aussi chez les Verts, vous comprenez bien effectivement qu'il faut marquer les différences entre les uns et les autres. Donc, ce qui est dommage, c'est que dans un sujet tellement important, effectivement, comme la défense de l'état des droits, même si je continue à dire que l'état des droits n'est pas en danger en France, il pourrait être écorné, mais il n'est pas en danger. Mais sur un sujet si important que ça, malheureusement, on constate à nouveau que les questions internes au parti prennent le pas sur l'intérêt général. En quelques mots, on connaît ça en Espagne, la guerre des gauches. On connaît la guerre de gauche en Espagne, on connaît la guerre tout court entre partis politiques en Espagne. Vous parlez de l'état des droits en Espagne, il y a le Parti populaire notamment qui est dans l'opposition, qui est allé au Parlement européen pour dénoncer une dérive démocratique du côté du Premier ministre Pedro Sánchez. Donc l'Espagne connaît ce que c'est ce type de débat. Et malheureusement, il est peut-être plus important en Espagne aujourd'hui qu'il n'est l'est en France. Cela dit, le risque d'une vraie dérive démocratique au sein de l'Union européenne, que ce soit l'Espagne, la France ou un autre pays, je ne pense pas qu'on va l'avoir aussitôt, même si on a l'Hongrie, on a eu par le passé, à un moment donné, la Pologne, voire la Roumanie, mais on a vu comment les sociétés ont su retrouver en quelque sorte de la confiance et se donner des nouveaux gouvernements pour rentrer dans l'ordre démocratique. Vu de Suisse, Benjamin Louis, où l'on suit beaucoup l'actualité politique française, comment on regarde ces... Pourquoi vous dites qu'on suit l'actualité politique française ? On suit. Ah, on suit, pardon. Oui, non, j'étais étonné, j'allais dire avant, je croyais que vous suiviez l'actualité politique sinon française. Je suis au chômage. Voilà, vous suivez. Mais il fait perdre ma question du coup. Comment on regarde justement ces divisions à gauche ? Alors honnêtement, je sais, oui, on voit bien qu'il y a un vrai, comme le disait Juan, il y a une vraie division qui, on a senti une alliance de circonstances quand il y a eu des échéances électorales dernièrement. Je vous avoue que effectivement, quand même, les divisions de la gauche française ne sont pas la principale préoccupation. On était plus sur les procès dernièrement, effectivement, Marine Le Pen, Gérard Depardieu avant, et puis Nicolas Sarkozy. Mais voilà, là, ce que les gens se demandent maintenant, c'est est-ce que il y a de nouveau le spectre de la censure qui va revenir? Alors est-ce que Marine Le Pen prendrait le risque de déclencher une censure et d'aller chercher quelques partenaires de circonstances à gauche pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou? Reste à voir si ça peut effectivement se matérialiser. On parlait de l'état de droit, Viveke. Bah oui, et puis juste un mot à propos du gouvernement Bayrou. Il me semble fragile pour d'autres raisons là ces derniers jours. Avec encore une fois l'affaire Betharam qui n'arrête pas de fragiliser le Premier ministre. Avec une enquête notamment qui a été annoncée par la ministre de l'Éducation et puis son audition surtout au Premier ministre annoncée elle pour le 14 mai prochain. Pour revenir à la Norvège, est-ce que la lutte contre la droite ultra-conservatrice crée une unité à gauche dans le pays? Nous, pour l'instant, on est sur un petit nuage rose. Parce que le Parti travailliste... J'aime bien l'expression. Oui, c'est pour le Parti travailliste, c'est-à-dire socialiste, qui était au gouvernement avec un parti vert, il vient de se séparer de ce parti vert et maintenant il gouverne seul. C'est un gouvernement minoritaire, mais qui fait un tabac dans l'opinion et qui va peut-être, même probablement, gagner les prochaines élections en septembre. Donc je vous dis, voilà, c'est le petit nuage...
Rose, norvégien, en Italie, pour terminer ce tour de table sur l'unité ou la division des gauches, Eva. Alors pareil, comme disait mon collègue suisse, on n'est pas si intéressé que ça aux divisions de la gauche française, mais tout simplement parce qu'en Italie... Vous posez la question sur l'Italie. Voilà, en Italie, cette division n'existe pas, dans le sens que la gauche radicale est absolument minoritaire, voire n'existe quasiment plus. On n'en parle quasiment plus dans les médias. Mais voilà, le problème en France, c'est que cette division qui persiste devient de plus en plus inconciliable. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que c'est les syndicats, qui étaient vraiment un peu le cœur battant d'une certaine gauche ouvrière, etc., qui se dissocient de LFI. Et on l'a vu justement dans ces dernières manifestations. Donc, le rôle des syndicats et le rôle de LFI qui commence à s'écarter, ça pose question. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quand même d'une gauche qui s'est éloignée d'une classe ouvrière pour s'approcher en plus de problèmes des banlieues françaises, etc. Donc, qui a pris à cœur un certain combat, il en a lâché d'autres. Et sauf que les combats qu'elle a lâchés vont aujourd'hui plutôt à droite. Et ça, c'est un peu partout en Europe, y compris l'Italie, où en fait, la gauche, même si c'est une gauche plus modérée, etc., a abandonné un peu leur ruralité, a abandonné la classe ouvrière, en laissant la place à d'autres partis. Et puis il faut dire que dans la gauche traditionnelle française, je dis hors LFI, il n'y a pas vraiment de personnalité très connue à l'étranger, voire même, j'ai l'impression, en France, si vous allez dans la rue aujourd'hui à Paris et vous demandez qui est le chef des députés PS, je suis pas sûr que grand monde saura vous dire qui c'est. Et alors... peut-être autour de la table, je lance un quiz. Allez, c'est Boris Vallaud. Non, mais voilà, à part peut-être un peu Raphaël Glucksmann, mais honnêtement, il y a plus. J'ai l'impression qu'une des personnalités socialistes aujourd'hui qui est la plus connue à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, c'est François Hollande, pour tout vous dire, et qui est ultra présent sur les réseaux sociaux. C'est dingue à quel point François Hollande est un succès parallèle, en fait. On a l'impression, et notamment à l'étranger, il est encore extrêmement connu parce qu'il est extrêmement présent sur TikTok, sur Instagram. Il a lancé un podcast. Tout ça, vous pouvez demander. Boris Vallaud, il n'a pas de podcast, il n'est pas vraiment suivi sur Instagram. Pareil pour Raphaël Glucksmann. Voilà. Oui, effectivement, pas connu du grand public, alors que François Hollande, lui, continue effectivement à être médiatique. Comment, Vibeke ? Monsieur Hollande, il est bien conseillé, alors. Il a le temps, il a les moyens aussi. Oui. Allez, passons aux cartes blanches pour terminer cette émission des Informés. Ce soir, 1 minute chacun, un peu plus si vous le désirez, pour nous parler d'un sujet de votre choix. Vibeke, je reviens vers vous. Vous vouliez revenir sur la disparition de cette joggeuse de 28 ans dans le département de la Vienne. Ça s'est un peu imposé. On en a largement parlé lors des différents journaux. Je rappelle qu'elle a été vue la dernière fois quand elle est partie faire son jogging jeudi matin et que bien sûr, on espère la retrouver. J'espère ça de tout mon cœur. Mais au-delà de ce cas... Les recherches ont été suspendues pour aujourd'hui, elles reprendront demain. Mais au-delà de ce cas, le vrai problème, c'est pour les femmes qui veulent courir. Parce que il y a eu des sondages, notamment faits par la marque Adidas, qui montrent que plus de 90% des femmes au niveau international et 59% en France ne se sentent pas en sécurité quand elles courent. Elles sont victimes de harcèlement verbal, des commentaires sexistes, voire parfois de viols et exceptionnellement de meurtres. Ce qui rejoint l'enquête que vous nous révélions hier sur France Info, effectivement, avant le marathon de Paris demain. C'est quand même extrêmement grave. Alors, il y a des petites choses qu'on peut faire. Bien sûr, avoir un téléphone portable. On n'a pas retrouvé le téléphone d'Agathe. Et une tenue vestimentaire avec un peu de détails fluo, comme ça on peut être vu de loin. Et bien sûr, signaler à des proches où on va. Mais c'est quand même terrible d'en être arrivé là. Je ne sais pas ce que pensent mes collègues, mais... Est-ce qu'ils veulent réagir ? Je ne sais pas. Non, c'est effectivement consternant. Et effectivement, ça, c'est des choses qu'on entend aussi dans notre entourage. Courir lorsqu'on est un homme en ville et courir lorsqu'on est une femme en ville, et à Paris notamment, c'est pas du tout la même expérience sur le terrain. C'est assez inquiétant. 20h, 21h, les Informés,
Victor Matet. Et la suite de nos cartes blanches. Eva Morletto, vous avez choisi de nous parler ce soir d'événements liés à des féminicides cette semaine qui ont particulièrement ému l'opinion publique en Italie. Oui, je reprends un peu le flambeau sur le discours des violences faites aux femmes, qui est toujours malheureusement d'actualité. Et en fait, l'Italie a été extrêmement marquée cette semaine par 2 féminicides de 2 étudiantes, une après l'autre, qui ont été tuées par un ami, qui n'était même pas leur petit ami, juste quelqu'un qui était tombé amoureux d'eux, qui refusait l'idée que la fille lui dise non, que la fille les conduit. Donc ça pose une énorme question sur les rapports hommes-femmes, surtout aussi des générations les plus jeunes. Et surtout, c'était la même semaine où il y a eu un verdict qui a été émis par le tribunal. C'était sur l'homicide de Giulia Cecchettin, qui était un peu un symbole de... C'était une énorme affaire. Une énorme affaire et qui est devenue un peu un symbole. Aujourd'hui, sa famille se bat contre la violence faite aux femmes. Et l'assassin de Giulia a été jugé. En fait, il a donné 75 coups de couteau à cette fille. Et en fait, les juges n'ont pas retenu l'élément de cruauté. Et il a dit que ces 75 coups de couteau a été donnés par inexpérience, parce que c'était pas un killer expérimenté. Bien évidemment, la lecture juridique de ces verdicts est un peu différente de ce qui a été la lecture populaire, mais c'est vrai que lu comme ça a beaucoup choqué l'opinion publique. Et en même temps, il y a eu encore ces 2 féminicides qui donc font dire, mais en fait c'est un phénomène qui s'arrête pas. On prend des mesures, on en débat, on crée des associations, mais finalement c'est un phénomène qui perdure et qui s'amplifie. Ce que l'on dit régulièrement d'ailleurs dans les débats, que ce soit dans les informés ou sur le reste de l'antenne sur France Info, sujet qui revient malheureusement régulièrement. Tout autre chose avec vous, Juan José Dorado, le Salon du Livre qui se tient ce week-end à Paris, l'occasion de zoomer sur la lutte contre la censure actuelle aux États-Unis. Tout à fait. Et on parle des États-Unis, on parle de Donald Trump, mais on oublie que celle qu'on appelait la plus grande démocratie du monde censure des livres depuis plusieurs années. Des milliers de livres sont retirés des écoles, sont retirés des bibliothèques publiques parce que ils doivent pas être près des enfants ou sont mauvaises pour l'éducation des enfants. Et ça, on se rend pas compte de cette importance. Nous, on se rend pas compte peut-être aujourd'hui, mais il y a des auteurs, notamment Ray Bradbury en 1953 avec Fahrenheit 451, que j'invite tout le monde à lire, justement pour voir ce que c'est un monde sans livres où les pompiers ne sont pas des pompiers pour éteindre des feux, mais pour brûler des livres. Et plus récemment, un livre que j'ai lu de Marc Levy, qui s'appelle La librairie des livres interdits, qui revient à la fin de son roman, justement, sur cette censure aux États-Unis des livres. Et donc, on se rend pas compte, il faut continuer à lire, il faut qu'on ait accès à tous les livres. Et je pense je donne comme exemple, en 2024, l'Espagne a battu tous les records de son histoire. Elle a vendu 77 millions de livres. Elle a fait plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc, continuez à lire, parce qu'en Espagne, 65% des Espagnols lisent tous les jours. J'ai vu un sondage en France, c'était à peine 50%. Et ça, par contre, c'est très dommage qu'en France, on laisse de plus en plus les livres et qu'on fasse pas attention à ce qui se passe du côté des États-Unis. Carte blanche en forme de plaidoyer de Juan José Dorado. Benjamin Louis, on termine avec vous. Culture toujours, maison peinture avec l'exposition David Hockney à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Effectivement. Juste avant ça, je rebondis juste sur le Festival du Livre qui se tient en ce moment au Grand Palais. C'est magnifique. Et juste en dessous, donc au milieu de la nef, juste en dessous de la verrière, vous avez le stand Livre Suisse qui réunit des éditeurs de littérature suisse francophone. Allez-y, c'est formidable. Il y a plein d'auteurs suisses romans à découvrir qu'on connaît pas. La littérature suisse, c'est pas seulement Joël Dicker qu'on embrasse, qui est extraordinaire, mais c'est aussi plein d'autres auteurs et autrices. Voilà. Et donc ma prescription à moi. Je sais pas si vous avez essayé d'acheter une paire de baskets récemment, Victor. Non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus de couleurs. Les couleurs ont disparu de la société ces derniers temps. Tout est gris, tout est beige. Eh bien, allez à la Fondation Louis Vuitton. À partir de maintenant et jusqu'au mois d'août, il y a cette magnifique rétrospective de David Hockney sur les 25 dernières années de ce qu'il a fait dans sa carrière. Il vit, c'est un Anglais extraordinaire qui a un style hallucinant, qui lui-même a un style formidable et qui est le peintre de la couleur. Et c'est vraiment un splash de couleur qu'on peut prendre en allant voir toutes ces salles de
d'exposition de la Fondation Louis Vuitton. Je crois que c'est la plus grande rétrospective qu'il y a à la Fondation Louis Vuitton pour un artiste vivant. C'est magnifique et il faut y aller. Et ce sera le mot de la fin. Finissons un peu positivement cette émission. Merci à tous les 4 d'être venus. Benjamin Louis, Eva Morletto, Juan José Dorado, et Vibeke Knoop, Racheline, les informés qui reviennent demain. Merci à tous ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. Très bonne soirée à tous.